Bonjour, on va donc démarrer avec un peu de retard la première table ronde. On va se questionner si les légumes et les fruits sont les parents pauvres du restaurant. D'abord, je dois m'excuser pour le manque de parité évident de cette table, même si aujourd'hui la question du non-binaire pourrait faire croire qu'il y a peut-être des femmes cachées, mais je ne crois pas, à part Alcyone. Je vais peut-être vous laisser vous... Non, bah ça y est, voilà. Donc je vais peut-être pas faire le tour, comme on a déjà un peu de retard, je vais pas faire un tour de table pour savoir qui est qui. Je vais poser une première question, du coup on va rentrer dans le vif du sujet avec Frédéric, notamment sur une approche historique, parce que finalement on pose une question. Les nouveaux rois, donc s'ils sont nouveaux, c'est qu'avant ce n'était pas le cas. Et comme on a préparé ensemble cette table ronde, on a pu évoquer justement l'idée que les intitulés au restaurant des plats marquaient incontestablement, et même peut-être qu'on peut remonter assez loin dans l'histoire, mais l'absence du fruit et du légume, surtout du légume en l'occurrence, dans les intitulés des restaurants, gastronomiques ou pas. Est-ce que vous pouvez développer un peu ça? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas historien, mais effectivement, je mobilise un petit peu quelques faits historiques pour essayer de comprendre le phénomène. Je me suis intéressé plus particulièrement dans mes travaux à l'alimentation savante. Et c'est-à-dire l'alimentation réservée à une partie de la population, des élites, par opposition à ce qu'on pourrait appeler une alimentation dite populaire, paysanne, historiquement. Et ce qui est intéressant de noter, effectivement, c'est que lorsqu'on regarde ça au Moyen-Âge, avec un ouvrage, par exemple, comme Le Viandier, bien, on peut dire que les fruits et les légumes sont plutôt les parents pauvres de l'alimentation savante, puisqu'on ne les retrouve pas dans Le Viandier, ou en tout cas pas comme rubrique, pas comme plat à part entière, où trônent véritablement les volailles, et notamment le gibier, qui représente à cette catégorie 40% à peu près des plats qui y figurent. Le début d'engouement pour les fruits et les légumes, on peut le dater au XVIIe siècle, avec un essor de l'agriculture consécutif à la découverte du Nouveau Monde. Et là, on voit effectivement une place que prennent les fruits et les légumes dans les plats, fruits et légumes qui permettent en fait de singulariser la cuisine française, parce que permettant de créer de nouveaux goûts, une cuisine de goût, par opposition peut-être à une cuisine qu'on pourrait qualifier, je mets des guillemets, de masquage, par rapport à cette cuisine médiévale. De façon plus récente, 20e, 21e siècle, y compris d'ailleurs dans le 19e, jusqu'à l'apparition de la nouvelle cuisine, on peut dire qu'effectivement les légumes sont, d'ailleurs, figurent comme tels, des accompagnements, des garnitures, c'est-à-dire des produits qui vont accompagner quoi? Eh bien, l'élément principal qui est la viande et le poisson. Voilà. Si on prend quelques éléments, je ne veux pas être trop long, mais si on prend juste ce phénomène-là, bien, je disais tout à l'heure, le XVIIe, le Moyen-Âge, Flandrin, par exemple, Jean-Louis Flandrin montre 20% des légumes verts dans les différents plats figurant dans les ouvrages à la fin du Moyen-Âge, à 50% au cours du XVIIe siècle. Moi, je me suis intéressé aux tables des restaurants gastronomiques des 3 étoiles, et on voit effectivement cette part des légumes qui figure de plus en plus dans ces cartes, puisque, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais juste pour montrer en fait factuellement cette montée en charge, eh bien, on a au début des années 70, dans la structure des cartes, eh bien, aucune rubrique légumes qui y figure. Au début des années 2010, on a là quelque chose qui apparaît comme plus de 20% des cartes qui ont une rubrique légumes. Et lorsqu'on s'intéresse ensuite aux appellations elles-mêmes, eh bien, comme tu le rappelais, eh bien, au XIXe siècle, début du XXe, par les jeux des appellations nominatives, les légumes ne figurent pas dans les appellations, puisqu'on a des filets de bœuf Wellington, on va avoir des filets de sole à la Dugléré. Donc on a le produit principal encore, poisson-viande, mais le légume, bon, voilà, et la garniture qui se cache derrière cette appellation nominative. Dans les cartes des restaurants étoilés aujourd'hui, des tri étoilés, eh bien, on constate que d'une vingtaine de pourcents
où figurait un légume au début des années 70, donc on ne remonte pas aussi vieux, eh bien on a aujourd'hui plus de 70% des appellations qui contiennent un légume. Donc on a une vraie montée en charge des légumes dans les cartes de restaurants. Voilà, moi je me suis intéressé tri étoilé. Franck, est-ce que tu as aussi ce même regard, peut-être moins marqué par l'histoire, mais tout au moins cette montée en puissance relativement récente? On parlera après des chefs qui ont marqué cette tendance lourde, mais est-ce que tu as également ce regard sur cette montée en puissance et finalement, pour répondre partiellement à la question, donc qui sont les nouveaux rois ou pas de la cuisine, ces fruits et légumes? C'est certain que ça bouge. Hein. Il y a beaucoup de chefs qui ont vu maintenant que les légumes, c'est plus qu'une garniture. Hein, et c'est bien. Avec Beer Smart Green Guide, on essaye de montrer aux chefs et de les pousser de mettre les légumes au milieu de l'assiette. Quand on crée un plat, de commencer avec les légumes. Et peut-être, hein, en dernier lieu, voir est-ce qu'on met du poisson ou de la viande avec ou pas. Et comme ça, on travaille tout à fait différemment et les plats sont vraiment structurellement basés végétal. Et comme chef, quand on a vu cette manière de travail et à ça, on lit qu'il y a plein de produits régionaux et dans la saison, la juste saison de chez nous, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Et plus en plus, les jeunes chefs surtout commencent à travailler comme ça. Et on voit beaucoup de restaurants aujourd'hui qui vont même un pas encore plus loin. C'est qu'ils vont mettre un menu 100% végétal sur la carte ou même choisir d'aller vers un restaurant où il n'y a plus de viande et de poisson. Et, René Mathieu en Luxembourg est un exemple. On a eu cette année aussi Eleven Medicine Park à New York qui a fait cette communication internationale qu'il a pris le pas vers le vegan et plus de viande dans son restaurant. Ça sont des moments clés pour montrer aux autres que ça peut se faire autrement et que les légumes sont sexy. Et ça, c'est important. Mais je rebondis justement sur ce que tu viens de dire en citant Eleven Madison à New York. On vient de voir à Londres la fermeture du Claridge's, où justement, en fait, ils n'ont pas voulu de cette offre 100% végétarienne. En fait, hein. Donc c'est un grand chef américain qui avait ouvert dans un restaurant à Londres, très célèbre, et ils ont annoncé il y a quelques jours que finalement ils ne voulaient pas continuer cette aventure-là parce que l'hôtel-restaurant ne voulait pas d'avoir une offre 100% végétarienne. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même encore aujourd'hui tout au moins des résistances, et on voit aussi que le concept de naturalité très tourné sur les légumes et les fruits d'Alain Ducasse, aussi à Londres, n'a jamais été appliqué, contrairement au Plaza Athénée à Paris. Donc on parlera d'après de l'étranger puis de la différence province-Paris, mais il y a quand même encore des vraies résistances, si on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, de certains décideurs par rapport à une offre 100% végétale. Oui, ça va doucement, hein, mais il y a quand même plus en plus de chefs qui ont vu la lumière, ça c'est clair. Mais un exemple, on connaît tous le restaurant de Sébastien Bras, et il a ouvert un restaurant à Paris. J'étais mangé hier midi, et justement là, dans son restaurant de base, on peut manger 100% végétal. 50% des clients le font, c'est fantastique. Mais à Paris, je n'ai pas la possibilité de le faire. Il n'y a pas le choix végétal. Et ça, c'est dommage, parce que c'est quand même un peu son truc, quoi. Ça veut dire qu'à Paris, ils ont peur que la clientèle ne suive pas. Bon, là, il faut que je passe la parole à Alcyone, forcément, qui a... il y a une dizaine d'années, 8-9 ans, a lancé le premier guide de restaurant donc végétarien. Peut-être, justement, avant de répondre à cette question-là, on va énumérer un petit peu toutes les familles, qu'on y voit un peu plus clair, parce que là, c'est d'une complexité, les flexitariens, les végétariens. Bon, mais ouais. Allez, je veux bien peut-être que d'abord on fasse un travail un peu sémantique. Donc effectivement, d'abord il y a les végétariens. Donc vous connaissez des végétariens, donc mangent des fruits et légumes et des protéines végétales. Et après, il peut y avoir des végétariens qui mangent par exemple du poisson
des végétariens qui mangent du poisson, donc on les appelle les pesco-végétariens, des végétariens qui mangent du poulet, donc des polo-végétariens, des végétariens qui mangent des œufs, des ovo-végétariens. Tout ça peut se mélanger, on peut être pesco, ovo, lacto-végétarien. Ensuite, il y a les végétaliens, c'est un terme qui commence à être bien diffusé. Donc là, c'est vraiment des gens qui mangent entièrement végétal, à la fois des protéines végétales et des fruits et légumes. Et ensuite, le cran supplémentaire, c'est vegan, où là, c'est plus un mode de vie, puisqu'on ne veut absolument pas exploiter les animaux. Et du coup, ça va jusqu'à ne pas porter de cuir, ne pas manger de miel, puisque ce serait une exploitation des abeilles. Donc là, ça tourne plus au-delà de la nourriture, au mode de vie. Et après, en plus de tout ça, il y a les flexitariens, un terme dans lequel beaucoup peuvent se reconnaître. En fait, c'est des gens qui mangent essentiellement végétariens, mais qui s'autorisent de temps en temps à manger de la viande, peut-être de qualité, ou dans un contexte un peu convivial au restaurant ou avec des sorties entre amis. Et donc Franck disait que finalement c'est pas si facile que ça de trouver un restaurant végétarien, ou tout au moins avec une forte offre en légumes et en fruits. Et donc quand toi tu as fait ton guide il y a une dizaine d'années, tu avais trouvé, donc qui était uniquement sur Paris, je crois. Oui. Tu as eu beaucoup de mal à trouver. Je pense que j'aurais pas réussi dans le reste de la France. En province, on y reviendra après, mais en tout cas, à l'époque, c'est très compliqué de trouver assez de restaurants pour faire un guide. Oui. Aujourd'hui, en revanche, donc à la 4e ou 5e édition de ce guide, là, c'est justement, au contraire, l'offre est pléthorique. Oui, effectivement, j'ai vraiment vu une explosion. Effectivement, 2012, c'est quand même pas si loin néanmoins. Et en fait, quand je me suis lancée dans l'écriture de ce guide, ça a quand même été une vraie galère, parce que en fait, j'ai dû étendre. J'ai compté en fait dans mon guide de 2012, il y avait 130 adresses. Et sur les 130 adresses, il n'y en avait qu'une cinquantaine, et encore en incluant des épiceries qui étaient végétariennes ou voire véganes. Alors que 6 ans plus tard, en fait, il n'a même pas fallu attendre. Voilà, là, je travaille à la 5e édition, mais dès l'édition de 2018, là, je pouvais faire une sélection, c'est-à-dire que je ne suis plus obligée de mettre. Il y a une offre qui a tellement explosé qu'en fait, maintenant, il y a les moyens de faire une sélection, tellement il y a de restos. Alors, c'est vrai que peut-être par rapport à ce que dit Franck, c'est plus beaucoup des cantines, des petites cantines, ou en tout cas des lieux où on peut manger une offre végétale intéressante, ce qui n'était pas le cas en 2012, où je rencontrais des restaurateurs qui me disaient, notamment les végétariens qui venaient de l'étranger, mouraient de faim, arrivaient dans les quelques restos végétariens parisiens en ayant faim. Vincent, si on vient chez vous, on meurt de faim? Non, mais il y a quelque chose qui m'étonne ce matin, c'est que je n'ai pas encore entendu le mot plaisir. Parce que moi je ne suis pas un scientifique, je suis un manuel. Et en fait, le plus beau travail en cuisine, c'est le travail du légume. Découper une tranche de bœuf qui a été maturée par le boucher, aussi bonne soit-elle, il ne faut pas un grand talent. Par contre, transcender des carottes, transcender le légume de saison, faire un céleri rave. Vous passez tous devant un céleri rave, mais qu'est-ce que vous en feriez? 10 recettes, on peut les citer en 5 minutes. Donc, en fait, si vous voulez, le légume, pour un cuisinier, c'est cette notion de diversité, c'est le plaisir de travailler avec ses mains, c'est la créativité. C'est vraiment, d'une certaine façon, c'est dans le légume que le cuisinier va donner le plus grand don de soi. Ça, c'est le côté qui fait rêver. Le côté qui fait moins rêver, c'est-à-dire que ça prend énormément de temps. Alors, évidemment, dans un restaurant 3 étoiles où il y a 50 employés pour 50 clients, il est assez facile de faire des plats végétariens, parfois trop transformés, où on perd aussi le goût du légume, ça c'est un autre débat. Mais pensons que nous tous ici ne mangeons pas tous les jours dans des 3, 2, 1, 0 étoiles, que tous les jours on cuisine chez soi, et que je vous invite tous d'ailleurs, quand vous allez sortir d'ici, aller chez un maraîcher, aller voir une échoppe d'un marché, acheter une botte de carottes, simplement, et regardez ce qu'il y a comme légumes ou fruits de saison, parce que la carotte par exemple s'associe très bien avec les fruits, et cuisinez chez vous. Ça c'est déjà le b.a.-ba de tout. À partir du moment où le citoyen aura repris en main l'amour du légume, tous les cuisiniers, parce que c'est très bien de parler des étoilés, c'est pas ça qui fait manger la France.
Ce qui fait manger la France, c'est énormément de petits restaurants, des restaurants où on mange pour 12-13 euros. Ces gens-là, avec 12-13 euros, le coût du personnel n'ont absolument pas les moyens de donner des légumes. Donc en fait, le problème, il est quand même beaucoup plus large que simplement se dire le restaurant végétarien est-il bon ou mauvais. Ça, c'est une part des choses. D'autre part, il y a quand même toujours, à mon sens, en tant que cuisinier, une notion d'équilibre. Nous, on a un restaurant, je vous explique en 2 mots, on a un restaurant en pleine campagne qu'on a créé il y a 6-7 ans. On sert 15 couverts. On a commencé par un grand potager où on sert les légumes de notre jardin. On voulait servir aussi de la volaille. On a créé une ferme, un élevage de volailles de race ancienne. Chaque animal a 10 à 15 mètres carrés. Les volailles, ce sont souvent des gélines de Touraine, des poules noires du Berry. Elles sont délicieuses, mais du 1er janvier au 30 décembre, on a un goût un peu identique à la volaille, à partir du moment où on fait une même recette. Le légume qu'on va associer, que ce soit l'asperge, le topinambour, les coings, vont donner finalement la lumière à ce plat et vont donner à tous nos clients qui sont fidèles l'envie de revenir. Alors, est-ce que nos clients viennent chez nous pour manger la géline ou est-ce qu'ils viennent pour manger les légumes qui s'associent à la géline? Et en fait, si nous, tous restaurateurs, avons envie de voir nos restaurants se remplir, en fait, c'est une question d'équilibre et quand même de beaucoup de travail du légume. Mais tu as entièrement raison en parlant du mot plaisir qu'on oublie souvent, et notamment lorsqu'on parle de véganisme ou autre, souvent on y exclut, en tout cas quand on ne connaît pas cet univers-là, on y exclut la notion de plaisir alors que c'est un peu antithétique et on le voit bien dans des grands restaurants, on parlera peut-être des chefs comme Passard ou d'autres, mais où il y a un réel plaisir. Mais tu as dit quelque chose aussi, je crois, de très important et on va redéfinir un peu toutes les causes de cette émergence des fruits et des légumes, mais il y a une notion de créativité. Finalement, au restaurant, on voit souvent, et Franck, toi qui es aussi un ancien chef, je te donnerai la parole, mais on voit que la viande, le plat de viande est assez classique dans la construction. Il y a une forme de respect du produit. On va jouer uniquement sur la cuisson et sur la découpe du morceau. Mais le légume, quelque part, j'ai le sentiment, en tout cas de par mon expérience de fréquenter des restaurants, que finalement le légume aujourd'hui permet beaucoup plus la créativité. Et à une époque où les chefs se battent pour se singulariser, avoir une identité culinaire, finalement ils s'éclatent entre guillemets beaucoup plus avec un légume, comme tu viens de le dire Vincent, qu'avec une viande où ils sont souvent contraints par un morceau qui respecte dans son intégralité. Oui, mais tout à fait. D'abord, j'aime pas le mot vegan, veggie et tout ça. Je trouve que ça met directement un peu notre travail dans un coin. Et je trouve que le mot végétal est mieux. Et surtout, quand vous dites que tout commence avec le plaisir. On peut raconter plein de choses sur le légume et sur la santé et sur comment on doit le faire. Mais si ce n'est pas bon, on ne va pas gagner et on ne va pas convaincre les gens qui sont maintenant les plus grands fans de la viande. Et beaucoup de fois, dans des événements, il y a des gens qui viennent vers moi et me disent « Toi, tu ne vas pas me faire manger de légumes. » Et après, quand ils ont goûté, ils disent on ne savait pas que les légumes pouvaient être si bons. Et c'est là que tout commence. Et quand on comprend les possibilités qu'il y a, on a 51 techniques culinaires pour préparer les légumes. 51 techniques culinaires. Oui, ouais. Et alors, je pense à la maison, on utilise 5-6 techniques. On connaît tous ceux qu'on fait, la soupe pour certains, peut-être le vapeur, d'autres le wok et tout ça. Mais il y a vraiment beaucoup de créativité possible en cuisine, dans le restaurant, on utilise un peu plus. Mais même les chefs, quand on fait des workshops avec eux, quand ils voient les possibilités qu'il y a, qu'ils ne connaissent pas, ils sortent avec un sentiment « wow », on ne savait pas que c'était possible, on ne savait pas les possibilités qu'il y a avec une cuisine aux légumes végétale. Parce que légumes, on parle de légumes, mais il y a beaucoup plus. Il y a les graines, les fleurs, les herbes et tout ça. Une cuisine végétale, elle est incroyable une fois qu'on se met dedans. Mais c'est le plaisir qui est le plus important, oui, pour convaincre. Frédéric, sur alors la notion de créativité dans le fruit et le légume, on parle beaucoup des légumes, mais bon, il y a aussi les fruits.
Mais sinon, les autres causes qu'on avait donc aussi évoquées en préparant il y a cette table ronde, il y a de multiples causes aujourd'hui qui expliquent l'émergence du fruit et légumes versus un peu la viande. Mais après, on parlera aussi finalement de... aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment une forme d'opposition dans le discours avec la viande qui devient très dangereuse pour on parlait du climat, développement durable et autres, versus les légumes qui seraient parés de tous les atouts. Mais bon, on en reparlera aussi de cette notion-là. Mais voilà, sur les causes, stricto sensu, vraiment de cette émergence. Oui, c'est intéressant, effectivement, de constater la végétalisation de l'alimentation, c'est une chose, mais essayer de comprendre cette végétalisation, ça n'est pas une autre, mais c'est intéressant. Je voudrais revenir juste, si tu permets, 2 petits instants sur je dirais, la végétalisation, où est-ce qu'on peut l'observer. Alors c'est vrai que, comme le disait mon collègue à côté, s'intéresser à la restauration étoilée, c'est s'intéresser à 1%, même pas, de ce que représentent aujourd'hui les restaurants en France, parmi les 170 ou 175 000 établissements de restauration. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si ça représente un très faible pourcentage, par ce qu'on appelle un processus hiérarchique descendant, c'est-à-dire ce qui peut se produire dans cette gastronomie, eh bien, peut inspirer ou peut dessiner un certain nombre de tendances dans les restaurants qui vont, d'une certaine façon, s'inspirer, regarder ce qui se passe pour, bien évidemment, l'adapter pour un plus grand nombre, et fort heureusement. Juste sur les faits, c'est vrai qu'on a ce qu'on pourrait appeler une redéfinition du système alimentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est on va avoir, au début des années 80, un personnage comme Michel Bras qui va demander à des maraîchers locaux de remettre en culture des variétés oubliées, voire d'introduire des variétés nouvelles. Il va aussi inaugurer, ce qui aujourd'hui a fait émule, il va inaugurer, je dirais, aller chercher, tout à l'heure ça a été évoqué par la vice-présidente à la région, il va aller ramasser des plantes, l'ail des ours, la pimprenelle, etc. Il va surtout, dans le prolongement de ça, mettre en culture, faire de l'autoproduction, faire son jardin. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui véritablement aussi est à noter, parce que dans ce système alimentaire, eh bien, on voit que voilà, on a redéfini les choses. Et puis, dans la montée en charge du légume, c'est dans la dynamique de ce qu'on pourrait appeler l'espace du mangeable, c'est l'introduction. Et là, je vous rejoins, c'est de partir du légume comme source de créativité. Et on va voir des chefs qui vont faire des plats à base de céréales, à base de... je pense à Régis Marcon, à Anne-Sophie Pic, comme le Poitou de Charente, et bien d'autres, comme Michel Bras, qui va imaginer au début des années 80 un gargouillou de légumes où le monde animal est totalement absent. Donc ces phénomènes-là, effectivement, comment les comprendre? Principalement, j'y vois 4 causes. La première, c'est un souci ou une attention plus particulièrement portée à la santé. C'est vrai que manger trop gras, la question du sucre, les légumes voilà, on mange des fibres, on mange des vitamines, et donc ils sont perçus comme sains, entre guillemets, c'est-à-dire dépourvus de cette matière grasse et de ces produits dont on prend conscience par une consommation abusive, et notamment la viande, eh bien, ne sont pas bonnes pour la santé. La deuxième cause, très rapidement, qu'on peut identifier, c'est probablement une attention portée à l'esthétique corporelle. Le 17-18e siècle est un siècle où l'embonpoint est bien vu, parce qu'en situation de pénurie alimentaire, il est bon de montrer un certain embonpoint pour montrer sa distance par rapport à la nécessité. Dans une période marquée, même si, bien évidemment, en France, encore aujourd'hui, il y en a qui ne mangent pas à leur faim, mais c'est plus un problème de distribution qu'un problème de production, eh bien, dans une fin de siècle 20e et début du 21e siècle, marqué par une certaine abondance alimentaire, eh bien, c'est la minceur qui va être mise en avant. Et dans le début des années 70, plus précisément en 1976, quand Michel Guérard sort La cuisine minceur, best-seller de la gastronomie française, est tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Il fait un tabac où il montre comment, eh bien, c'est plus la peine d'utiliser la crème et le beurre pour monter les sauces. Eh bien, introduisons une purée de légumes et lions les sauces avec une purée de légumes. Et là, on voit comment, effectivement, cette attention portée à la santé prend corps dans la société.
Il y a aussi, je ne vais pas m'étendre, mais d'une certaine façon, le refus du meurtre alimentaire. Ça a été évoqué aussi par la vice-présidente, mais c'est quelque chose qui marque aussi probablement les esprits. Et puis, peut-être, effectivement, aujourd'hui, une préoccupation liée à l'environnement qui fait que par la surconsommation de viande et ce que ça génère d'un point de vue de l'environnement, eh bien, les légumes, là aussi, apparaissent comme quelque chose de plus respectueux. C'est intéressant à ce titre de noter, je pense à Pascal Barbeau, mais ce n'est pas le seul, la façon dont il a eu d'introduire, au-delà des légumes, l'utilisation aussi des déchets et des restes en utilisant des pots de tomates, des pots de concombres pour imaginer des plats dans un restaurant qui alors était tri-étoilé, il est doublement étoilé aujourd'hui. Voilà quelques éléments qui permettent de comprendre en fait cette place, cette végétalisation de l'alimentation aujourd'hui dans nos assiettes. Vincent, pour toi, comment expliquer effectivement cette nouvelle place du légume et des légumes et des fruits dans la restauration étoilée ou non étoilée? En fait, moi, je suis mal placé parce que mon premier patron, c'était Michel Bras. Et des gargouilles, j'en ai fait un paquet. Donc, oui, tout mon univers de cuisine a tourné autour du légume et autour de la saisonnalité. Donc, nous, le légume, on l'a un peu dans les tripes. Après, il faut comprendre que, j'aime pas l'excessif, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Il faut une notion d'équilibre. Et puis, je reviens toujours à cette notion de plaisir et d'équilibre du plat. Alors, si vous voulez que je vous parle plus généralement de la restauration, le légume va toujours rester, à mon sens, le légume en tant que tel, vraiment dans son modèle de restaurant unique, va rester, à mon avis, quand même un peu anecdotique. Par contre, ce qu'il faut, c'est encourager, que ce soit par les formations en école, vraiment ce plaisir. Il faut aller rencontrer les maraîchers. Et ce n'est pas forcément les restaurateurs, parce que le restaurateur va toujours faire ce que lui demande le client. Ça, c'est le système économique qui veut ça. Après, si nous, tous citoyens, nous nous emparons du légume, moi, je suis beaucoup plus convaincu de ça. C'est-à-dire que si nous, tous citoyens, on s'empare du légume et on s'empare des fruits et on ressent, on donne vraiment cette envie, on transmet cette envie qu'on a aux restaurateurs de manger des légumes qui sont cuisinés et valorisés, parce que cuisiner des légumes, c'est pas simplement ouvrir un sachet de carottes surgelées comme dans la restauration, ça se faisait il y a 10-15 ans, où la majorité des légumes qui étaient servis, même dans la belle restauration, c'était complètement négligé. Il n'y avait même pas de chambre froide à légumes. D'ailleurs, c'est très compliqué. Et nous, ici, dans notre restaurant, on vient de rénover tous les groupements frigos pour baisser la consommation énergétique. Ça a été très compliqué d'avoir une chambre froide destinée uniquement avec l'hygrométrie aux légumes. Ce n'est pas encore tout à fait dans les mœurs. Alors, il y a la demande du client. Et justement, plus cette demande sera forte, finalement, plus les restaurateurs vont s'y mettre. Et ils vont nous offrir finalement des plats de légumes simples et de qualité. Parce que franchement, cuisiner des légumes, je vous dis, ça prend du temps. Et aujourd'hui, dans la restauration, on a déjà beaucoup de mal à trouver du personnel, donc on a encore plus de mal à trouver le temps. Mais ma question peut paraître peut-être bête, mais est-ce que ça prend plus de temps de travailler des légumes ou de la viande? Beaucoup plus de temps des légumes. Pareil, sont les viandes. Allez, je vais vous expliquer ma journée normale. Bon, là, je me suis levé un peu plus tôt, mais tous les jours, j'en ai pour 2 heures de travail des légumes. Et la viande, c'est mon fils qui élève les volailles, donc elles arrivent effilées, en gros prêtes à cuire, quoi. Donc j'en ai pour une demi-heure de travail de la viande et 2 heures, par contre 2 heures par jour de légumes. Donc c'est pour un restaurant de caisse couverte, c'est quand même chronophage. Et en termes de rentabilité, est-ce que par exemple ça coûte plus cher de travailler des légumes quand vous les vendez, j'entends, j'ai compris, mais en revanche, oui. Souvent, je vais prendre un exemple, mais
Alain Passard, donc l'arpège, qui symbolise beaucoup de choses dans les tendances dans la restauration, vend des menus à certains tarifs, Oui. et parfois arrive sur la table juste, entre guillemets, juste un céleri ou une betterave, et on se dit à la fin, waouh, finalement, j'ai pas eu de produit noble. Il reste cette question-là, donc est-ce que il n'y a pas encore une forme de mais les charges de restaurant ne sont pas uniquement l'achat, heureusement, ça c'est évident. Il y a le personnel, il y a l'investissement. Les restaurants à Paris, vous connaissez sûrement mieux que moi le loyer des restaurants à Paris qui doit évidemment faire partie de la note que règle le client. Par contre, je ne vois pas pourquoi un légume devrait être bon marché. Il n'y a aucune raison qu'un légume soit bon marché. Zéro. Sauf s'il est cultivé de façon complètement industrielle, hors sol, comme on le fait assez bien en Belgique, mon pays natal, et aux Pays-Bas. D'ailleurs, une anecdote, un céleri rave d'un producteur n'a jamais de trou dedans. Et en Belgique, ils avaient des gros problèmes parce que tous leurs céleri raves qui sont cultivés ont des gros trous dedans. Et donc, la saveur, elle s'en trouve évidemment abîmée. Donc, voilà, là je dévie, je reprends mon propos, mais il est évident qu'un bon légume, ça demande énormément de temps parce que, bon, semer une graine, ça prend quelques secondes, mais par contre, à partir du moment où c'est maraîcher travaille en bio, il y a énormément de travail de désherbage, d'entretien, d'éclaircissage. C'est vraiment un travail d'artiste, en fait, élever un légume. Et donc, pensez tous, quand vous achetez des légumes, ne regardez pas au prix, regardez plutôt à la lumière que le légume, à son intensité, à son éclat. En fait, n'oublions pas quand même que le légume, c'est un vivant aussi. Parce qu'on vous parle d'une poule, on vous parle d'une vache. Évidemment, la vache, vous comprenez très bien qu'elle vit. Les légumes, c'est aussi, ça fait partie du vivant. Mais je pose du coup, après je vous donnerai la parole à Alcyone, mais Vincent et Franck, surtout à vous, donc qui êtes des praticiens de la cuisine, mais est-ce que le client, lui, est-ce qu'il voit réellement la valeur ajoutée, justement? Autant une viande, on l'imagine parce que quand on va chez le boucher, on voit déjà le prix de la viande, le produit de base, donc on a une conscience du prix, mais sur le fruit et du légume, une patate, quand on voit le prix d'achat, on se dit que finalement c'est dur après de le valoriser et de prendre conscience justement au client qu'il y a une vraie valeur, qu'il y a un grand travail comme vous venez de l'expliquer. J'ai aucune prétention gastronomique, je suis un cuisinier de campagne, de village, mais je dois vous avouer que, sur la dernière année, j'ai eu 3-4 personnes qui sont venues chez moi qui ont eu la larme à l'œil. C'était uniquement avec des plats de légumes. Donc il y a quelque chose. Ça, je crois que je dirais pas le contraire là-dessus. Franck, quel regard là-dessus, sur cette notion de valorisation du produit qui parfois peut échapper aux clients? Je pense d'abord, c'est toujours perception aussi. Hein. On a des habitudes et je pense qu'il faut arrêter à ne pas payer les producteurs de légumes. Hein. Ils sont toujours dans les problèmes parce qu'ils ne reçoivent vraiment pas le prix que ça vaut. Et il faut avoir beaucoup plus de respect pour eux. Et ça, c'est la première chose qu'on doit faire. Et c'est un changement difficile, hein, parce que tous les changements sont difficiles. Mais ça commence dans le supermarché pour moi. Hein. Quand on fait des actions que ça coûte rien, même chose avec la viande parfois. Hein, tu achètes un demi-kilo, tu reçois un demi-kilo gratuit, hein, comme ça rien. Tout ça, ça doit s'arrêter parce qu'il faut que la nourriture reçoive le respect qu'il doit avoir. Et plus en plus, on commence à travailler aussi, comment je vais dire, avec des légumes qui sont un peu oubliés, hein, mais qu'on sait qu'on va les vendre dans certains magasins. Et que les gens sont en train d'apprendre grâce aux chefs. Et ça, c'est une chose fantastique. Pour moi, les chefs sont le plus grand ambassadeur pour la cuisine aux légumes. Parce que quand ils vont au restaurant et le chef fait ça bien, les gens vont être contents, ils vont goûter des nouveaux produits qu'ils ne connaissent pas, ils vont peut-être la prochaine fois l'acheter.
et le préparer à la maison. Et tout ça, c'est des pas qui sont en train de se faire, mais le respect pour le prix, c'est encore un grand pas à faire. On n'y est pas encore. Mais est-ce que ces dernières années, il y a eu une grande création d'espèces, de variétés? Tout à l'heure, je crois que c'est le maire de Tours qui évoquait justement les variétés ou les espèces résistantes au changement climatique. Est-ce que ces dernières années, on a vu aussi, et là, ma parole va aussi aux maraîchers, mais l'émergence de nouveaux produits dans la taille, dans les nouveaux produits qu'on allait chercher peut-être à l'étranger d'ailleurs, hein, si on remonte dans l'histoire, bien sûr, la pomme de terre, la tomate, etc. Mais plus récemment, est-ce qu'on a vu l'émergence de nouveaux fruits et légumes qu'on peut faire pousser dans nos terres ici et ailleurs? Je sais qu'il y a déjà beaucoup de producteurs occupés avec en Europe qui réfléchissent déjà qu'il y a un problème qui arrive, mais ça ne va pas être facile, hein, parce qu'on a tous et les habitudes, et changer quelque chose sur le terrain, ça prend du temps, mais c'est bien qu'on y réfléchit, qu'on prend des actions, et on va voir à quelle vitesse ça va aller maintenant. Hein. Vite, Frédéric. Peut-être juste pour compléter, c'est probablement pas tant les espèces, mais plus les variétés. Je pense qu'on a tous à l'esprit, j'ai à l'esprit, et je pense qu'on l'a constaté, c'est lorsqu'on va sur un étal, la pomme golden, qui trônait sur, il y a 30 ans de ça, comme peut-être une des seules variétés avec la Granny Smith, on a vu fleurir toute une autre série de variétés de pommes. Et ce que j'ai dit sur les pommes, c'est vrai sur les carottes, sur les légumes. Et donc, c'est une plus grande, probablement, variété qui s'offre aujourd'hui à nous, parce qu'il y a eu un vrai travail, je regarde M. Roy, un vrai travail des maraîchers de réintroduire des variétés qui sont peut-être moins oubliées, ou qui avaient été oubliées parce que, économiquement, au sortir de la guerre, cette volonté de donner à manger à tout le monde a fait qu'on est allé sur la quantité. Et on constate aujourd'hui que cette quantité, parce qu'on a réglé ce problème de quantité, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, pas pour tout le monde, mais on a réglé ce problème de quantité, on se pose la question de la qualité aujourd'hui. Et c'est probablement dans cette question de la qualité qu'on se pose aujourd'hui qu'on réintroduit aussi ces variétés pour apporter de la qualité, de la diversité qui vont permettre aux chefs de mettre leur talent au service de la clientèle. Mais ça, cette diversité, c'est aussi les variétés anciennes ou des produits, des variétés oubliées. On le voit également dans la viande, dans la volaille notamment, coucou de reine, etc., etc. Et on le voit effectivement aussi dans les légumes. C'est un mouvement très transverse finalement dans la production alimentaire que d'aller chercher. On le voit aussi dans les farines pour le pain ou autre, hein, mais dans tous les univers aujourd'hui, il y a une recherche de la diversité. Alcyone, quel est le profil dans ton guide? Quel est le profil des restaurants? Est-ce qu'on est plutôt sur des profils, donc sur des offres uniquement, on va dire, sans protéines animales? Ce sont des profils plutôt gastronomiques, bistronomiques? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'offre, on trouve absolument tous les secteurs de la restauration? Oui, déjà, je voulais dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que évidemment, la clientèle des restos végétariens n'est pas strictement végétarienne. Je crois qu'il y a 2% de la population française qui est végétarienne, donc sinon les restaurants fermeraient. Donc ils attirent vraiment sur, effectivement, la gastronomie, enfin en tout cas, même si ce n'est pas tous des restaurants gastronomiques, mais sur le goût de leur cuisine, en fait. On est tous... Il y a quand même, on est tous d'accord sur le fait qu'il y a quand même une baisse de la consommation de viande. J'ai vu qu'il y avait un sondage IFOP qui disait que, je crois que c'est 78% des Français, 68% des Français, un sondage IFOP de 2020 qui dit que 68% des Français estiment que l'on mange trop de viande en France. Tout le monde, même les non-végétariens, de temps en temps, peuvent aller dans des restaurants végétariens et recherchent ça. Parce que maintenant, on a pris l'habitude, on a compris que manger des protéines animales midi et soir, 7 jours sur 7, c'est pas forcément bon ni pour la santé, ni pour la planète, ni pour le secteur de la viande. Et je rejoins sur le côté qualité. Maintenant, les gens qui mangent de la viande, même si on en mange peu, mais on a envie d'en manger bien, d'où ce côté flexitarien. Oui, ça touche un peu à tout. Après, c'est quand même beaucoup des petites cantines, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi il y a une chef, il y a eu la première chef étoilée végane. Claire Vallée. Oui, voilà, dans le bassin d'Arcachon. Donc ça montre quand même, et d'ailleurs son restaurant, et d'ailleurs ce que je voudrais dire aussi, c'est que
toutes les enseignes véganes à Paris, en fait, ne le mettent pas du tout en avant. Et les restaurants végétariens non plus, justement pour ne pas effrayer et pour vraiment attirer sur leur cuisine. J'ai souvent discuté avec des gens qui tenaient notamment les enseignes véganes, ils disaient « Ah non, mais moi, je le mets pas ». Et du coup, c'est des petits signes discrets sur la carte où il y a 2 V ou 2 feuilles, mais c'est pas un argument marketing du tout, c'est vraiment sur la cuisine qu'ils attirent. Du coup, oui, effectivement, il y a une offre assez variée, enfin, c'est une palette assez large. Et est-ce que la France est en retard ou en avance sur cette nouvelle place des fruits et des légumes au restaurant ? Franck, je ne sais pas, peut-être toi qui as une vision très mondiale avec ton guide. Je pense que ça bouge en France aussi, mais il y a des pays qui sont plus loin, ça c'est clair. La bonne chose, c'est que la France a énormément de produits régionaux et les régions sont très très forts avec leur propre identité. C'est jamais parti. Hein. On a eu des influences, même japonaises, chez les grands chefs qui sont à un moment tous allés en Japon et sont revenus avec tous les produits qu'ils ont utilisés en cuisine. Mais on voit que maintenant, on revient de nouveau à la base, on se focus de nouveau à la région, aux produits régionaux, et ça, c'est une bonne chose. Ça se fait un peu partout dans le monde, et ça c'est bien. Je peux dire que dans mon expérience, on a à peu près 1000 restaurants dans les guides pour le moment, dans 46 pays. Ok, on connaît naturellement les pays autour de nous, les Pays-Bas, la Belgique, Luxembourg, l'Italie, l'Espagne et la France, on connaît le mieux parce que c'est des pays où on va beaucoup. Mais par exemple, le Japon, là aussi, il y a une culture dans la base de légumes. Ils ont le respect de la nature comme aucun pays. Et là aussi, ça bouge énormément maintenant. Tu vois beaucoup de chefs qui vont pour 100% végétal. Ça, c'est... OK, c'est peut-être pas ça qu'on veut pour tout le monde, mais c'est quand même important que le client, que les gens ont le choix et qui peuvent aller manger à un haut niveau, avec beaucoup de qualité, des produits végétals. Frédéric, sur le côté France, étranger, est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus? C'est vrai que moi j'ai étudié du côté français, mais donc je ne pourrais pas m'aventurer à parler pour l'Italie, l'Espagne, ce n'est pas des modèles alimentaires que j'ai étudiés finement, mais ça rejoint en fait la question du modèle alimentaire dont je viens d'évoquer, c'est-à-dire que en France, culturellement, nous avons intégré le fait qu'un repas, c'était une entrée, un plat principal fait de viande et de légumes, fromage éventuellement, mais dessert. Ça, c'est culturellement ancré. Et donc, un modèle alimentaire qui est donc culturellement défini n'est pas figé, il évolue. Mais l'évolution, elle ne se fait pas aussi rapidement qu'on souhaiterait peut-être le porter. Il y a des prises de conscience, donc il y a une sorte de routine qui s'est installée dans nos façons de consommer aujourd'hui, de manger. Et une des façons d'arriver à faire évoluer ces modèles, c'est de déconstruire ou de dégratiner ces routines. Et probablement ce que nous avons vécu, c'était déjà repérable avant la Covid, mais probablement la Covid a fait prendre conscience de cette de recuisiner, de cuisiner davantage, de prendre du temps, d'intégrer les légumes, comme le disait le chef, eh bien ça prend du temps. Et probablement, cette prise de conscience va déstabiliser un peu nos routines et nous pose des questions sur la façon dont on a de cuisiner et de composer un repas. Et donc, c'est à observer dans les années qui viennent si cette végétalisation, au-delà des restaurants, va aussi être introduite de façon plus importante dans la façon dont nous avons au quotidien de manger à la maison et qui va contribuer à redéfinir un modèle alimentaire peut-être plus proche du légume que de la viande qui, jusqu'alors, est notre modèle en France. Est-ce qu'il y a une grande division entre Paris et province, si on revient sur le terrain uniquement national? Est-ce que entre Paris et la province, est-ce qu'on a une concentration de restaurants où les fruits et les légumes sont majoritaires, voire uniques, à Paris versus la province? Ou alors, est-ce qu'il y a une sociologie
finalement de cette consommation de fruits et légumes au restaurant? Je pense qu'on est quand même dans un mouvement de tendance générale. Paris a commencé effectivement, a eu une offre plus pauvre que par exemple dans les pays, moi je connais plus les pays anglo-saxons, donc c'est clair qu'il y a eu du retard. Maintenant ça commence à vraiment être intéressant à Paris. Et disons qu'il y a une sorte de ruissellement. Il y a quand même beaucoup maintenant de restos végétariens, même dans des petites villes. À Tours, il y en a. Je sais que j'en ai vu à Arras. À Lyon aussi, il y a un restaurant végétarien gastronomique que vous avez mis dans votre guide, j'ai vu, oui. Et d'ailleurs, c'est très intéressant ce qu'il a dit quand il a reçu le prix, que, en fait, parce que Lyon est évidemment pas une ville très réputée pour la végétalisation, donc plutôt une culture gastronomique assez carnée. Il disait, mais en fait, Lyon, c'est la capitale de la gastronomie, donc c'est là où je dois m'installer. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et son restaurant marche très bien. Et pareil, quand on passe devant, c'est impossible de dire que c'est un resto végétarien ou végétalien. Il attire sur son offre de nourriture. Créativité, oui. Je reviens sur l'aspect technique. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait 51 techniques, je crois. Il y a aussi un aspect très important, ce sont les cuissons courtes versus les cuissons longues. Frédéric, c'est toi qui m'en parlais, hein, mais l'émergence aussi, ou la montée en puissance des cuissons courtes, contrairement à l'histoire peut-être culinaire française, ont été souvent dans des cuissons très longues. Le légume, lui, se prête parfaitement justement à cette tendance de la cuisson courte. Est-ce que c'est bien ça? Oui, complètement. Dans ce que je disais précédemment, dans l'observation sur les cartes des restaurants étoilés, le phénomène, moi j'ai vu entre 1972 et aujourd'hui, la part des cuissons longues diminuer grosso modo de 70% à aujourd'hui une vingtaine de pourcents. Et donc il y a cette volonté d'être plus proche du produit, de respecter davantage le goût du produit, plus proche de ce qu'il est, et notamment les légumes, plus on va les faire cuire. Au-delà des qualités nutritives qui vont s'altérer, c'est aussi le goût qui va s'étioler. Donc on a effectivement là ici quelque chose qui est observable sur les cartes, de façon très factuelle, en comptabilisant les modes de cuisson repérables, puisque sur les intitulés figure si c'est du braisé, si c'est du confit ou si c'est juste un poêlé minute. Plus les techniques de conservation qui aujourd'hui permettent aussi de garder des fruits et des légumes hors saison, aujourd'hui qui se développent beaucoup, mais ça sera le thème d'une table ronde. Vincent, justement, en termes de techniques pour cuire les légumes, est-ce que tu en utilises différentes? Comment ça se passe dans ta cuisine? En fait, tout dépend de pas de la fraîcheur, mais de l'état de maturité, de la taille du légume. Et puis de l'usage qu'on veut en faire. Si on a une jeune carotte toute brillante, en fait, on n'intervient pas. Par contre, en fin d'hiver, quand la carotte, elle se prête plus à être mijotée. Aussi, il ne faut pas oublier que dans une cuisson un peu mijotée, le légume va apporter énormément d'apports, va vraiment enrichir le plat. C'est-à-dire, pensez à un bœuf carotte. Bon, un bœuf carotte, c'est pas très intéressant si on retire les carottes. Oui, comme le bœuf d'ailleurs. Oui. Mais par contre, le plat de carottes peut être goûteux. Voilà. Mais en fait, c'est une certaine symbiose, et en fait, tout le plaisir finalement de l'assiette va se retrouver finalement dans l'association des deux. Une asperge qui a été cueillie le matin, on peut se permettre de la poêler. Elle n'a pas besoin d'être cuite dans l'eau. Par contre, si l'asperge a traîné dans un supermarché pendant 4-5 jours, je vous défie de vouloir la poêler, ce sera immangeable. Voilà, donc en fait, c'est du cas par cas. Clairement, la cuisine du légume, c'est de la sensibilité. C'est un peu d'amour, parce qu'il faut quand même passer du temps, mais c'est énormément de sensibilité, c'est du questionnement. Et d'une certaine façon, ça, je vous rejoins complètement, c'est de la culture, c'est de l'intérêt à l'origine de la variété. Et puis, c'est quand même toujours cette notion de saisonnalité, quoi. Si nous mangeons tous des légumes clairement de saison qui viennent d'un maraîcher, évidemment, nous tous en Touraine, on a un gros avantage, c'est-à-dire que des maraîchers, je pense que chacun en a à 10-15 km proche de chez lui. C'est des gens qu'on peut rencontrer, c'est des gens à qui il faut parler, c'est des gens... Je ne pense pas qu'un maraîcher refusera de vous montrer ses terres. Il sera très fier de vous montrer
son espace de travail, de partager ses passions, ses problèmes parfois. Et d'une année à l'autre aussi, vous n'aurez pas les mêmes légumes. Donc il y a tellement de facteurs qui influencent la cuisson d'un légume qu'il est, à mon sens, très difficile de vous donner une réponse pertinente. Ok, merci beaucoup. Et on arrive presque au terme de cette table ronde. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à ce sujet-là? Oui. Attendez, un micro peut-être. Ouais. Ah d'accord, je ne prends pas le micro. Ah oui, c'est vrai qu'il y a toujours la Covid. Merci pour vos interventions. J'aurais aimé savoir où peut-on trouver ces 51 techniques dont M. Foll a parlé tout à l'heure. Je vais après mettre des cartes en haut que vous pouvez scanner. Et vous allez sur le site web de wearesmartworld.com et là vous avez toute la liste des 51 qui sont expliqués. Oui, au premier rang. J'ai été ravi de vous entendre parce que pour un maraîcher comme je le suis, ça illustre vraiment mon quotidien et ce que je vis entre ma production et mes clients. Ce que je voulais rajouter, c'est quelque chose de très positif finalement parce que ce que vous avez dit, ça se traduit à notre niveau dans le maraîchage, dès lors que l'on produit quelque chose d'assez maîtrisé, pas sur des surfaces, pas dans l'intensif, qu'on soit en bio ou pas en bio, on est extrêmement sollicité depuis quelques années. Et ça, c'en est la parfaite illustration. Et donc, en fait, le message positif que je veux vraiment délivrer là, c'est qu'il y a beaucoup de place pour installer de jeunes maraîchers sur tout un tas de territoires en France. Je ne parle pas seulement du Val-de-Loire. Bon, on était dans les années 70 ici, dans la grande couronne ceinture verte de Tours, on était 120 maraîchers, on n'est plus que 12 maintenant. Il y a vraiment de la place. Alors les élus sont partis, mais ils savent combien l'enjeu est important. Et pour aller chercher du plaisir à travers des produits frais, il faut raccourcir les circuits évidemment. Alors ce n'est pas forcément facile toujours en termes de kilomètres, mais tout du moins on peut raccourcir les circuits entre le producteur et le consommateur, ça c'est tout à fait faisable. Donc voilà, il y a de la place à vie aux amateurs. Merci beaucoup. Oui. Oui, en fait, je voulais savoir, vous avez parlé uniquement des légumes, mais qu'est-ce qu'on peut dire des fruits aujourd'hui? Parce que ça fait partie de l'intitulé de la table ronde. Qui veut parler des fruits? Quand on parle végétal, pour moi, les fruits sont aussi importants que tout le reste. Et plus en plus, on voit que dans le restaurant, on recommence à combiner fruits et légumes dans des plats. Il y a eu un moment où c'était vraiment un peu trop, quand il y a eu un moment avec la nouvelle cuisine où on mettait des kiwis dans des plats. Ce n'était pas la bonne chose. Mais maintenant, les chefs commencent à maîtriser bien l'équilibre des goûts avec d'ajouter un fruit dans un plat et inverse. Parce que dans les desserts, il y a plus que 30 ans, quand j'avais mon restaurant, on faisait déjà des desserts aux légumes. Et c'était à ce moment-là révolutionnaire. Mais maintenant, on voit que presque tous les chefs réfléchissent là-dessus et font des essais et qui voient que c'est possible que aussi fruits dans des desserts légumes peuvent apporter justement cet équilibre qui est nécessaire parce que dans beaucoup de desserts, on est beaucoup trop sucré et le légume va diminuer ça un peu. Aussi, naturellement, on ne doit plus ajouter du sucre parce que le fruit a beaucoup de sucre à soi-même quand il est bon. Frédéric? Oui, alors je n'ai pas de données chiffrées sur les fruits comme je peux les avoir sur les légumes, mais néanmoins, j'ai aussi un parcours de cuisinier avant un parcours d'enseignant et en sociologie. Et j'ai le souvenir, lorsque j'étais à l'école hôtelière, de fruits qu'on mobilisait dans certaines entremets, mais pour la plupart, c'était des fruits en boîte, des poires, quelques pommes, mais très peu. Or, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les cartes,
ce dont on s'aperçoit, c'est que, un peu à l'instar du légume dans le salé, eh bien, les fruits deviennent eux aussi le point de départ d'un dessert. J'ai en tête quelque chose, en vous écoutant me poser la question, qui est certes Ferran Adrià, mais qui a fait un gargouillou de fruits à l'image du gargouillou de légumes. Donc c'est vrai que les fruits sont aussi, dans la pâtisserie aujourd'hui, le point de départ de beaucoup de desserts, parce qu'eux aussi correspondent à moins de sucre. Et voilà, donc on peut le noter aujourd'hui. Oui. Ouais, ce qui est vrai, c'est que pour compléter, c'est qu'il y a une absence de frontière, en tout cas aujourd'hui, entre les fruits et légumes dans la restauration. C'est vrai qu'on trouve des fruits et des légumes à toutes les étapes du repas. Et aujourd'hui, il y a même des chefs qui travaillent les fruits ou les légumes comme des condiments, en fait, qui pour remplacer du poivre ou pour remplacer justement avec des techniques de cuisson. Donc justement pour ne pas avoir de produits forcément trop exotiques comme le poivre, par exemple. Je sais que je crois que c'est avec certains morceaux de poireau traités. Il y a un chef à Paris qui fait ça. Donc en fait, c'est sans limite. Finalement, on en revient à l'idée de la créativité, Vincent, mais c'est que finalement, c'est sans limite et qu'on peut s'en servir presque pour tout, du début vraiment des amuse-bouches jusqu'à la fin, quoi. Oui, oui, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les herbes aromatiques. Quand vous parliez du poivre, on peut utiliser aussi des feuilles de capucine qui ont un petit goût piquant, qui relèvent parfaitement le plat. Donc il y a aussi les graines, certaines graines germées qui peuvent relever aussi et s'associer aux fruits et aux légumes. Est-ce qu'il y a d'autres Oui. Discours, est-ce que vous n'oubliez pas un petit peu vite l'agriculture intensive, qui n'est certainement pas très bonne pour la santé, à contrario, effectivement, de toutes les agricultures maraîchères, et qui, malgré tout, maintenant, est quand même la majorité de ce qu'on mange actuellement. Qui veut s'exprimer là-dessus? C'est naturellement une structure qui a été créée, et c'est vrai que même en bio, parfois, c'est tout à fait les mêmes techniques qui sont utilisées que dans le non-bio, et les produits ne sont pas toujours top, quoi. Ça c'est clair. Mais, et je suis content que vous le dites, il y a quand même un changement qui se passe, je trouve, que tous ces gens qui sont occupés à produire des légumes, des fruits, des autres ingrédients végétaux, commencent à recevoir une réaction du public positif. Ils commencent à avoir beaucoup plus de respect. Et ça fait qu'avec cette fierté-là, on peut commencer à changer un peu la manière de travail. Et j'espère que ça va aller. Maintenant, un jour, j'ai eu un débat en Europe, l'Union européenne, et la discussion était sur l'artisanal et justement nourrir 400 millions de personnes. Et à ce moment-là, dans le débat, l'Union européenne nous a dit, oui, mais pour nous, on veut que tout le monde peut manger. Et tout le reste, c'est moins important. Et c'était quand même assez dur d'entendre ça, et je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais j'espère que plus en plus, il va y avoir des maraîchers et des gens avec passion qui vont nous apporter des produits encore meilleurs. Oui. L'idée, ce n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, mais il est clair que ceux qui continuent, et c'est la majorité, vous avez raison madame, de produire de façon intensive, c'est de ne pas stigmatiser ces producteurs-là. Mais derrière ces producteurs, je pense aux consommateurs, aux clients, aux gens qui vont... Parce qu'il ne faut pas oublier que, bien sûr, vient la question du coût. Et je suis, de par mon métier, en proximité avec le monde étudiant. Et une étudiante me disait, l'autre jour, elle me disait, vous savez, monsieur, avant de reprendre mes études, j'ai travaillé, j'avais un pouvoir d'achat. Je suis aujourd'hui étudiante, je ne peux plus faire de petits boulots. Et je me sens comme stigmatisé parce que je ne consomme pas des fruits et des légumes frais, parce que je ne peux pas me permettre de m'acheter des légumes bio. Je ne dis pas qu'ils sont trop chers, ils correspondent à un coût, bien évidemment. Et donc, effectivement, c'est la question derrière, probablement, du pouvoir d'achat, dont d'une grande partie de la population française est confrontée. Et donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un phénomène de transition que nous vivons aujourd'hui, qui est plus ou moins rapide,
plus ou moins lent, c'est selon comment on le voit. Mais ce phénomène de transition, c'est vers essayer d'aller vers quelque chose, vers tendre vers quelque chose. Voilà. Mais la bonne chose, c'est quand même qu'on voit aussi que ceux qui font des produits un peu plus, je vais dire, organisés, commencent à avoir beaucoup plus de respect, essayent de travailler avec les ingrédients et les possibilités pour faire que c'est bio, à une manière naturelle, dans les serres et autres. Alors il y a aussi quand même, tout le monde est occupé à voir pour aller plus durable et plus sur la qualité. Et je pense qu'aujourd'hui, tu sais, pas autrement. Hein. On vit dans un monde que tout le monde parle de durabilité. Si une société ne le fait pas, il est presque mis de côté. Hein. Il faut y aller, il faut suivre et il faut investir là-dedans. Vincent, quand tu achètes justement tes fruits et tes légumes, qu'est-ce qui compte le plus finalement dans l'acte d'achat? La proximité du maraîcher, c'est le bio, ce sont d'autres labels. C'est quoi aujourd'hui l'essentiel, ce qui fait que l'acte d'achat va se faire ou pas? C'est de faire vivre une famille de mon village. Ben oui, enfin voilà. C'est ça, ou de mon village ou du village voisin. En fait, quand j'achète tous mes légumes à un maraîcher, j'imagine que ses enfants vont à l'école avec les miens et que plus son affaire fonctionnera bien, plus il fera des enfants, plus l'école sera remplie, donc plus il y aura des gens, des urbains qui viendront habiter dans notre village parce que évidemment il y aura une activité économique, donc il y aura de nouveau une boulangerie. Voilà. Donc finalement, l'acte d'achat des légumes, pour nous restaurateurs en zone rurale, c'est quand même un acte citoyen de développement du territoire et de maintien finalement de l'activité des territoires. Et que ce soit pour les légumes, pour autre chose, là près de chez nous, il y a une pisciculture en eau vive, donc c'est un ancien qui avait détourné un cours d'eau pour élever ses truites sans trop les alimenter. Ce type part à la retraite et on est plusieurs à relancer justement cette pisciculture, mais pas du tout dans une idée d'aquaculture. On laisse vraiment les animaux. Voilà. En tant que restaurateur, je ne me limite pas non plus aux fruits et aux légumes. J'essaye de développer tout mon environnement. Ce qui permet de prendre conscience que le restaurant, c'est un véritable écosystème qui touche extrêmement d'acteurs économiques et privés. En fait, sans prétention, mais on est un peu le lien entre le citoyen et l'agriculteur. C'est-à-dire que ce soit des touristes ou des personnes qui viennent chez nous, ils ont fait la démarche, ils ont fait parfois une demi-heure de route pour venir de Tours. Et en fait, ils ont envie finalement qu'on leur partage notre passion de l'environnement local. Et finalement, en quittant notre restaurant, ils sont aussi fiers d'avoir participé finalement à cette dynamique de développement de notre petit village. Une histoire partagée. Je crois qu'il y a une question là-bas. Oui. Ok. Hervé Laurent, je suis enseignant en Bretagne. Moi, je reviens sur cette espèce de combat entre l'intensif et le bio. Moi, j'ai hérité de terres de mes parents et arrière-grands-parents en Bretagne. Ce sont des parcelles de terre que j'essaye de faire passer en bio depuis des années. Simplement, qui tire les ficelles, c'est la SAFER et puis c'est la FNSEA. Donc là, c'est bien le lobby agricole qui gère. Moi, je n'arrive pas à faire passer ces parcelles de terre en bio. J'ai contacté le GAB en Bretagne, le groupement des agriculteurs bio. Ils se sont présentés. Et voilà, il y a une espèce de cuisine interne entre la SAFER et la FNSEA. Et les parcelles n'arrivent pas à passer en bio. Ça fait des années que je me bats. Donc là, on est bien. Voilà, c'est un pot de fer, pot de terre. Enfin, voilà. C'était juste un témoignage. Qu'est-ce que c'est pas évident de rebondir là-dessus, vous savez que j'ai pas de connaissances particulières ni quoi que ce soit. Ah, mais vous pouvez avec plaisir. Il y a une réponse au premier rang là. Je vais vous donner une astuce pour faire passer vos terres en bio. Je suppose qu'elles sont louées à des agriculteurs intensifs.
intensif et on m'impose ces agriculteurs. Voilà. C'est-à-dire, moi, j'ai reçu des courriers, on me dit, voilà, c'est monsieur Untel qui va s'occuper de vos terres, et puis on signe des baux maintenant qui sont pour 9 ans. Maintenant, vous pouvez passer en justice et vous gagnerez votre procès. Ah, merci, monsieur. Voilà, je vous donnerai quelques indications si vous voulez sur ce sujet. Avec plaisir. On a connu ce problème et ça a très bien marché. Ok, super. Merci à vous. Il y a encore une question. Oui, tout à droite. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir sur ce sujet. Déjà, je voulais vous remercier de ne pas avoir été stigmatisant ou clivant justement sur les modes de production par rapport au sujet fruits et légumes. Parce que je pense que tout concorde, en tout cas, on doit à peu près tous être d'accord aujourd'hui sur le fait que l'important, c'est d'atteindre en tout cas les préconisations, recommandations de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes frais par jour, et donc vous y contribuez, et donc que ça soit bio, pas bio, conventionnel, voilà, le but final est d'augmenter la consommation de fruits et légumes. Donc merci en tout cas de ne pas avoir été stigmatisant dans votre débat. Merci beaucoup. Une dernière question? Non. Eh ben merci. Merci à vous quatre d'être intervenus de la sorte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.